Saguenay a subi de nombreuses transformations ces dernières années. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, nous rappellera dans cette série d'émissions d'où nous sommes partis et que réserve l'avenir aux citoyens de notre grande ville. Aujourd'hui, un équipement important de la ville qui a toute une histoire, le palais municipal. Alors, à Port-Alfred, on a décidé en 1948 de construire une bâtisse un peu comme le centre de récréation qui est devenu le foyer des loisirs à Arvida. Toute une construction. Cette valeur, quand on regarde l'image, on s'aperçoit que c'était beaucoup plus beau, en tout cas extérieurement, dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Alors, ça s'est fait, ça, probablement, il y a 25-30 ans. Il y a été une période où l'architecture, garder nos vieilles affaires, les rénover, c'était moins important. Ce qui comptait, c'était d'aller au plus court et de se donner des services. Mais quand on regarde la bâtisse initiale du palais municipal de Port-Alfred, là, dans le temps, c'est toute une construction. Alors, en 1948, une année importante pour les constructions. D'abord, les villes n'étaient pas fusionnées. Hein. Port-Alfred, Grande-Bay et Port-Alfred, Grande-Bay, Bagotville, c'était trois villes complètement indépendantes l'une de l'autre, avec des maires, des administrations différentes l'une de l'autre. Et on décide de construire le palais municipal, mais le palais municipal est à Port-Alfred seulement. Okay? Ça ne veut pas dire que les autres villes ne peuvent pas en profiter, mais je veux dire que c'était une construction de Port-Alfred, qui était une ville industrielle, un peu comme Arvida. Mais je vous dis que l'année 1948, c'est une année spéciale parce que c'est cette année-là également qu'on a construit le Colisée à Québec. Le Colisée de Chicoutimi. Le Colisée de Chicoutimi, qui est devenu le Centre Georges Vézina, 1948. Le Palais des Sports à Jonquière, 1948. Alors, tout ça se fait en 1948. Et ce sont des constructions là, très, très grosses, là, qui, disons que le Palais des Sports et le Colisée, ça se ressemble, mais le Palais municipal, c'est différent, mais il y a beaucoup, beaucoup de services qui sont offerts à l'intérieur de cet équipement-là, et c'est gros. Mais on le construit en 1948. En 1952, il passe au feu. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Les systèmes d'incendie n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui. Alors, quand le palais municipal est construit, ça attire l'attention partout au Québec. On en parle partout au Québec. Écoute, on n'a pas vu ça souvent, une bâtisse aussi grande, avec un amphithéâtre là, pour le hockey de 5 000. On peut recevoir jusqu'à 5 000 spectateurs. C'est gros, là. Dites-vous que 5 000 spectateurs, là, c'est à peu près l'équivalent du Colisée. Le Colisée, le Palais des Sports, comme grandeur, c'est pas si différent que ça, là. Donc, ce sont des grosses installations. Il y a aussi un auditorium, 1000 places. C'est gros. Alors, on n'a pas ça, 1000 places au théâtre Banque nationale aujourd'hui. On a également des quilles. Les quilles, c'est populaire à ce moment-là. Il y en a à Arvida, au foyer des loisirs. Il y en a également à Port-Alfred. Il y a une bibliothèque dans cette bâtisse-là. Elle est encore là. Il y a encore une bibliothèque. Il y a aussi un gymnase. Il y a une salle de réception, une cafétéria. C'est vraiment un édifice qui offre beaucoup, beaucoup de services. Et au sous-sol du palais municipal, c'est le manège militaire. Donc, imaginez-vous, là, on a regroupé toutes ces activités-là dans la bâtisse. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fusionné Port-Alfred, Grande-Bay et Bagotville. On a fusionné ça et c'est devenu Ville-de-la-Baie. 1988, 150e anniversaire de la région, parce que la région a été fondée à la baie, on le sait. Alors, on décide de faire un spectacle grandiose, La Fabuleuse. Mais dites-vous que c'est la deuxième fois qu'on fait ça.
Lors du 100e anniversaire, on avait également fait à l'extérieur, on avait fait des aménagements, ça se faisait à l'extérieur à ce moment-là. Pour le 100e anniversaire, ça s'était fait à la baie également, c'était en 1938, parce que les premiers qui sont arrivés, les 21, ils sont arrivés en 1838 à Grande-Bay, donc en 1938, c'est le 100e anniversaire, et on fait là aussi, on appelle ça le pageant historique. C'est comme ça qu'on l'avait appelé, mais c'était un spectacle historique semblable, une grosse affaire. Mais ça dure seulement 2 mois. Ça dure au mois de juillet, au mois d'août. On ne voulait pas que ça dure plus longtemps. Probablement que la Fabuleuse, on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps non plus. Mais le pageant historique, ça a duré seulement 1 année. Donc, arrive cet événement-là, et là, Ville de la Baie est obligée de prendre une décision importante parce que c'est beaucoup d'argent. La Fabuleuse, là, l'organisation de la Fabuleuse, c'est beaucoup d'argent. Et on décide que ça ne sera plus l'aréna, ça va être le spectacle qui va être présenté là. Alors, la Ville va se priver d'un aréna. Alors là, ça crée quand même des discussions. Hein? C'est pas évident, cette affaire-là. Fermer un aréna, c'est jamais facile. C'est comme fermer une bibliothèque, c'est jamais facile. Et puis, on y croit plus ou moins, ce spectacle-là. Est-ce que ça va fonctionner aussi bien que ça? Mais la région embarque là-dedans. C'est vraiment un attrait qui déborde là, la région. On en parle partout en province et ça prend de l'ampleur. M. Bouchard, qui est l'initiateur de ça, est un organisateur hors pair, un artiste reconnu. Et là, finalement, la Fabuleuse, ça devient le numéro 1 dans nos attraits touristiques. Hein? Il y avait le Zoo de Saint-Félicien et il y avait la Fabuleuse. Alors, ce qui se produit aussi, c'est que la Fabuleuse, elle perd un petit peu de son éclat avec les années. C'est normal, il faut la renouveler. Il y a les aventures d'un flot qui sont proposées qui ne sont pas le succès, qui ne rapportent pas le succès espéré. Mais lorsque la fusion se fait, en 2002, on constate à ce moment-là que la bâtisse est désuète. C'est un aréna. C'est un aréna de hockey. Hein? Et c'est là qu'on présente le spectacle. Mais est-ce qu'on décide de continuer ou si on décide de le fermer? Parce qu'il est à prévoir qu'elle est sur ses derniers milles. Alors, la Ville, à ce moment-là, a une salle de spectacle qui est au cégep de Chicoutimi, parce que la Ville est fusionnée, là. Elle a une salle de spectacle qui est désuète. Est-ce qu'on investit l'argent
dans la salle de spectacle du cégep de Chicoutimi, puis on ferme la Fabuleuse, ou si on continue la Fabuleuse, puis on étire un peu le délai pour le cégep de Chicoutimi. Alors, tout ça, ça se met en discussion et on dit la Fabuleuse, c'est un moteur important. Ça a encore de l'avenir, même si ça perd de l'argent. Il y a quelque chose d'important à faire avec ça. Les citoyens y tiennent. On fait parler de nous partout au Québec avec cet attrait touristique. Et on n'a pas d'autres attraits touristiques. Il y en a au Lac-Saint-Jean, là, Val-Jalbert, le Zoo de Saint-Félicien. On en a d'autres aussi, mais aussi forts que celui-là, on n'en a pas d'autres. Alors, on décide d'aller de l'avant. C'est un risque à prendre. On répare le palais municipal en y mettant, alors là, il faut tout refaire, l'électricité, le chauffage, les bancs. Il faut tout refaire ça et faire une grande salle de spectacle là, luxueuse. Alors, on prend ce risque-là. Et le hall d'entrée, là, c'est vraiment pas... c'est un hall d'entrée d'aréna. C'est pas beau. Est-ce qu'on fait un beau hall d'entrée? Oui, on décide d'y aller, faire un beau hall d'entrée. Et là, la Fabuleuse repart grâce aux bénévoles qui travaillent d'arrache-pied et toute l'organisation qui est derrière ça. Alors, M. Vautier, entre autres, qui est un as, là, qui est là depuis le début, qui fait peut-être pas début, mais depuis un bon bout de temps et qui fait un travail majestueux dans ça. Alors, qu'est-ce qu'on décide de faire, là? C'est qu'on rénove l'entrée, on rénove tout ça, c'est bien organisé, mais encore une fois, après quelques années, ça pique du nez, l'achalandage n'est pas là et ça commence à coûter cher. Et plusieurs parlent de la fin de la Fabuleuse. Évidemment, on ne veut pas s'en départir, c'est important, ça fait partie quasiment de notre culture. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on a les bateaux de croisière qui sont arrivés entre-temps. On demande aux gens des bateaux de croisière, écoutez, si on faisait ensemble une activité commune pour l'accueil des gens des bateaux de croisière, je pense qu'ils apprécieraient ça. Vous avez une façon de présenter l'histoire de la région qui est très particulière, qui est très aimée, puis vous formez une équipe qui est soudée, vous avez des talents dans ça extraordinaires. On ne peut pas le laisser mourir. Alors, les gens de la Fabuleuse donnent leur accord et font un travail tellement bon que pendant 3 ans, on gagne le prix du meilleur accueil au monde. Pas en Amérique, au monde. Alors, on est nous-mêmes étonnés. On n'a jamais soupçonné qu'on pourrait aller aussi loin dans les reconnaissances qu'on pourrait avoir pour la Fabuleuse. Arrive le fait que c'est pas payant, là, l'accueil comme tel. Là. Les gens sont bénévoles, puis une chance qu'ils sont bénévoles, parce qu'il fallait les payer en plus, ça ne ferait pas, mais ils nous rendent... Il n'y a pas d'entrée d'argent directement reliée aux personnages qui sont sur le quai. Hein, il y a des entrées d'argent ailleurs, mais eux autres, directement, les passagers de bateau ne payent pas pour voir les gens de la Fabuleuse. Mais on se dit, écoute, ces gens-là ont tellement d'intérêt pour les gens de la Fabuleuse, il faudrait leur présenter un spectacle. Moi, on me laisse entendre que les gens qui sont sur les bateaux, ils voient des spectacles à tous les soirs. Ils ne descendront pas du bateau ici pour aller voir un spectacle. Ils veulent voir la région. Ils n'iront pas voir un spectacle, entrer dans un théâtre, voir un spectacle. C'est ce qu'on dit. Mais on a quand même un dilemme. Si on veut que la Fabuleuse continue, il faudrait quand même en faire une tentative. On les emmène voir la Fabuleuse en français. Évidemment, ils ne comprennent rien. Il n'y a pas beaucoup de français sur nos bateaux de croisière. Alors là, on se dit, il faudrait présenter ça en anglais, mais ça coûte quand même de l'argent, là. Faire la conversion en anglais, ça coûte un montant substantiel. Est-ce qu'on dépense cet argent-là? C'est une dépense inutile? C'est toujours comme ça, hein? Il y a une question de jugement. Est-ce que tu vas la faire, la dépense? Si tu as fait puis tu te trompes, bien, c'est l'argent des citoyens que tu viens de jeter à l'eau, là, tu sais, pour tes fantaisies. Est-ce que ça va marcher? Mais écoute, on parle avec les capitaines de bateau. Ils nous disent, oui, les gens iraient, ça nous intéresserait, parce que nous autres, on a des tours opérateurs qui nous guident là-dedans. Si on vous le présentait en anglais, pensez-vous que les gens aimeraient ça? Puis on se fait dire que oui. Priscilla Nemé est avec moi parce que vous savez qu'elle est experte. Elle en parle quand elle va dans un salon partout. Est-ce que les gens aiment ce genre d'activité-là? Elle se fait dire que oui. OK, on décide d'investir l'argent et on présente la Fabuleuse en anglais. Mais laissez-moi vous dire que c'est ça qui sauve la Fabuleuse, là. On est très, très contents, surpris, oui, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on espérait aussi. Les gens qui descendent des bateaux de croisière, là, ils payent le prix, ils sont contents.
Et ça leur coûte assez cher, mais souvent, il y a plusieurs personnes sur les bateaux. Le montant d'argent ne dérange pas trop. Mais aussi, on a des commentaires qui nous laissent penser que vraiment, là, cette activité-là, il ne faut plus l'arrêter. Là. C'est une des activités les plus appréciées des croisiéristes. Donc là, c'est reparti. Ça fait que l'achalandage, ça plus la présentation qu'on a pendant l'été, fait en sorte que la Fabuleuse est encore une fois repartie pour survivre encore plusieurs années. Donc, on est content. Le conseil d'administration fait un beau travail, mais c'est surtout les bénévoles. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils disent, là, mais il y a vraiment là, un climat, il y a un intérêt. Ces gens-là aiment ça. On a des artistes dans la région extraordinaires. Faire ça bénévolement tous les soirs de l'été, il faut le faire. Hein? Alors, j'en profite pour les remercier parce que sans eux, là, s'ils n'acceptaient pas de faire ça d'une façon bénévole, avec tout ce que ça coûte de frais indirects, c'est certain que ça serait fermé depuis longtemps. Parce qu'n'oubliez pas que dans les rénovations qu'on a faites, là, il y en a des équipements. Hein? Il y a un garage, il y a toutes sortes d'affaires, là, parce qu'il y a des animaux, il y a des automobiles, il y a des équipements. Il a fallu rénover ce palais-là. Il y a la partie visible, mais il y a la partie en arrière aussi. Là. Ça a tout été rénové, tout a été préparé pour ça. Ça aurait été dommage de tout préparer ça, puis de dire tout de suite, on ferme l'année suivante. Ce qui était possible. Il y a toujours un risque à prendre. Hein? C'est comme quand on a construit le quai des bateaux de croisière. Est-ce que ça allait marcher vraiment autant qu'on pensait? Probablement, tu sais, mais c'est comme quelqu'un qui se part un commerce. Il est toujours certain. Ceux qui ferment, on n'entend pas parler souvent, là, parce que, évidemment, c'est ceux qui survivent, qui font la manchette. Mais il y en a plusieurs qui ferment dans les commerces. Là. Le pourcentage des commerces qui ferment après un délai de 5 ans, c'est énorme. On n'entend pas parler. C'est sûr que c'est dommage. Mais moi, j'ai l'argent des citoyens. Là. Tu sais, on est le conseil municipal, c'est l'argent de nos citoyens. On ne voudrait pas. Ça, je sais ce que c'est, là, payer 2000 pièces de taxes là, quand on a une maison. Puis tu prends ce 2000 pièces-là, puis tu dis, tiens, la ville, là, ils viennent de gaspiller 1 million, là. Hein? 1 million, là, c'est plusieurs 2000 pièces, là. Ils viennent de gaspiller ça dans une idée farfelue. C'est tout le temps délicat. Il y a beaucoup d'idées qu'on refuse, là. On n'en parle pas tout le temps, mais quand on l'accepte, on essaie à toutes les fois, là, de s'assurer que ça va fonctionner. À date, on est chanceux peut-être, mais on ne s'est pas trop trompé. On ne s'est pas trompé souvent. Alors, maintenant que je vous ai parlé du palais municipal à la baie, il y a un autre équipement dans la ville qui est intéressant et qui a été construit la même année, c'est le palais des sports à Jonquière. Alors, en même temps que le palais municipal, on construit le palais des sports et en même temps que le Centre Georges Vézina. Il y avait un petit peu de compétition entre les villes. Là. Vous savez, chaque ville... D'abord, Chicoutimi, c'était beaucoup plus petit en 1948. Hein? Rivière-du-Moulin n'était pas dans ça, puis il manquait beaucoup de villes. Alors, il y avait Chicoutimi-Nord non plus. Alors, mais Chicoutimi, c'est pas la ville qui le construit, puis Jonquière non plus. Dans ce temps-là, c'était pas la ville directement qui disait « moi, je bâtis ça ». On laissait ça plus à l'initiative de gens d'affaires. Hein? À Chicoutimi, je vous avais vu que c'était la Société d'agriculture qui ne l'a pas fini. Donc, ça a été fini par un millionnaire de la place, John Murdoch, avec M. Crevier. C'est eux autres qui ont fini le Colisée de Chicoutimi. Dans le cas de Jonquière, c'est un groupe d'hommes d'affaires qui ont décidé de former une coopérative. Et quelque chose d'un peu bizarre avec ça, c'est que mon père faisait partie de ce groupe-là. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il le savait parce qu'il est mort en 1976, mon père. Et 2 ans plus tard, comme par hasard, j'ai reçu un chèque parce qu'il l'avait acheté. La Ville avait décidé de l'acheter. Donc, ça doit être en 78-79 que Ville de Jonquière a acheté le Palais des Sports et a retourné un montant d'argent à tous ceux qui formaient la coopérative, dont mon père était membre. Puis 1948, c'est l'année où je suis né. Alors, ça veut dire que le Palais des Sports a été avec la coopérative de 78
de 1948 jusqu'en 1978 à peu près. Alors, c'était la coopérative qui l'opérait, puis ça allait relativement bien. C'était un aréna très bien fait, sauf que quand la ville est arrivée, évidemment, c'était négligé. Hein? Vous le savez, après la fusion, tous ces équipements-là, il a fallu les refaire. Ça a fait du bien, la fusion. Là, on s'est rafraîchi partout, mais les 3 équipements dont je vous parle aujourd'hui, tout ça, il a fallu le refaire. Petite anecdote qui m'intéressait en regardant l'histoire du Palais des Sports. C'est un beau nom, hein? Palais des Sports, c'est un beau nom. Mais ce n'est pas un nom tellement répandu au Québec. Ça existe beaucoup en Europe, mais c'est Fernandel. Fernandel, l'acteur en français, qui était venu faire une tournée au Québec en 1948, et puis on lui avait parlé de ça, et c'est Fernandel qui a suggéré le nom Palais des Sports. Alors, on a retenu ça et on l'a appelé le Palais des Sports. Les gens ont trouvé ça beau. Les Français, ils ont souvent des mots comme ça, des expressions qu'on entend moins souvent, mais c'est une expression, c'est un nom qui est très beau. Alors, il y a eu, aujourd'hui, on a les marquis. Hein? Les marquis de Jonquière, c'est l'équipe principale. L'aréna est occupée toute la journée par toutes sortes d'équipes, là, mais l'équipe principale, c'est les marquis de Jonquière. Les marquis de Jonquière, ils ont été partout au Québec un peu avant de s'établir à Jonquière. Ils se sont établis seulement en 2008 à Jonquière. Mais avant ça, on avait les As de Jonquière. C'était une équipe, là, c'était fort, là, c'était un niveau fort. Hein? Sûrement que les gens se rappellent de ça. Les As de Jonquière, c'était une équipe très forte. En 1972, donc avant la fusion, le Palais des Sports est négligé et on décide de le réparer et on investit un montant de 150 000 $. Ce n'est pas beaucoup, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que le Palais des Sports, avec toutes les rénovations qu'on a faites, on a mis des millions, là. Quand on regarde la valeur, parce qu'on est obligé d'évaluer nos bâtisses à la ville, hein. Il n'y a pas seulement nos maisons qui sont évaluées, les bâtisses de la ville aussi sont évaluées. Et le Palais des Sports à Jonquière, son évaluation, c'est 10 millions. Alors, ce sont des équipements qui valent cher. Alors, le Palais des Sports, en 2005, on a donc décidé de faire des travaux. Quand je vous dis qu'il est évalué à 10 millions, dites-vous que les travaux qu'on a décidé de faire après la fusion en 2005, ce sont des travaux de 8 millions. Ça veut dire qu'il valait pas cher avant. Hein? On a mis 8 millions, puis aujourd'hui, il est évalué à 10. Alors, là, on a vraiment refait ça avec les conseillers municipaux. Là, on s'est mis ensemble, les conseillers municipaux de l'arrondissement Jonquière. On s'est dit, là, il faut faire un succès de ça. Le palais, il a besoin d'être refait au complet. On l'a refait là, d'un bout à l'autre. Alors, tout a été refait, les dalles de béton, les loges, je parle des loges pour les joueurs, là, la toiture, tout a été fait. Il y avait des colonnes qui nous empêchaient de voir quand il y avait une partie de hockey, entre autres. Mais au Palais des Sports, il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu de la lutte, il y a eu toutes sortes de spectacles. Ça a toujours été le centre de spectacle de l'arrondissement Jonquière. Donc, encore une fois, un équipement sportif qui a été réparé, qui est en bon état. Sans doute qu'on ne touchera pas à ces équipements-là. Là. Quand je vous dis le Colisée qui s'appelle aujourd'hui le Centre Georges Vézina, le Palais des Sports, on parle du Palais municipal. Oui, on va toucher pour faire des petites réparations comme on doit en faire au Colisée, au Centre Georges Vézina bientôt. Mais ce sont des choses d'entretien. Mais on peut dire que l'essentiel est fait et qu'on est probablement, là, on peut se reposer pour plusieurs années avant de dire qu'on va retoucher à tout ça. Là, il y a d'autres équipements qui s'en viennent. Là, ça va être l'ère des terrains de soccer intérieurs. On sait ça, on est après à regarder ça tranquillement, mais on voit facilement que ça se dessine pour être un équipement sportif qu'on va construire dans la ville. Donc, on s'en vient avec une ville avec des équipements sportifs de premier plan, là. Premier plan partout. Et c'est important, hein? Pas seulement pour les jeunes, pour tout le monde. On aime ça, assister à des
des spectacles sportifs. Alors, Saguenay, si on veut que ce soit une ville intéressante, puis ça, je vous le dis, quand je fais des présentations à l'extérieur, j'ai une présentation qui se ressemble beaucoup. Des fois, je vais à l'extérieur présenter la ville. En Europe, partout, quand on a une industrie à inviter ici. Puis, ça, c'est une chose qui les intéresse. Qu'est-ce que vous avez comme équipement culturel et sportif? Parce que les autres, ils veulent envoyer du monde ici. Puis, s'ils envoient du monde travailler ici, bien, ils veulent être sûrs que les enfants puis la famille vont se plaire dans la ville. Alors, il faut leur dire qu'on est équipé, puis on n'a pas de gêne, comme n'importe quelle ville en Europe, n'importe quelle ville aux États-Unis. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes avec une population là, de 150 000 personnes qui est aussi équipée que nous autres. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, là, mais je veux dire qu'on n'a pas rien à envier aux autres. Puis ça, on est orgueilleux un peu. Hein? On veut que notre ville soit bien organisée. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission et je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission, faire des suggestions, poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.